Eh bien donc, bienvenue dans cette première édition de ce que nous avons appelé le BADA, en hommage à Jean-François Revel, qui rappelle dans le livre de mémoire que vient de rééditer la collection bouquins chez Robert Laffont, qui rappelle que le BADA, c'est ce supplément que les marchands de glace étaient tenus moralement d'ajouter au cornet qu'on leur commandait à Marseille. Eh bien donc, nous, notre BADA, ce sera l'enregistrement de la période de questions qui suit tous les dimanches où nous faisons l'émission à l'école alsacienne, qui suit l'émission par elle-même. Voici donc le premier BADA, c'est l'émission qui a été enregistrée le 14 janvier en direct de l'école alsacienne. Les deux sujets que nous avions traités avant cette période de questions étaient le traitement du chômage et, à la suite du voyage d'Emmanuel Macron en Chine, les rapports entre la Chine et la France et entre la Chine et l'Europe. Premier BADA du nouvel esprit public, la parole est au public. Ma question porte sur la politique migratoire, elle sera brève. Ne pensez-vous pas que l'appel de l'abbé Pierre de l'hiver 1954 porterait aujourd'hui sur l'accueil des migrants ? Je m'octroie la légitimité, comme nous avons accueilli énormément de réfugiés ce dernier temps, et même si le rythme est plus ralenti, de vous dire que effectivement, la décision de la chancelière allemande, qui reste quand même un sujet de débat et qui a beaucoup influencé aussi l'issue des élections, était quand même portée par justement cette idée que l'accueil, c'était un devoir moral et que face à ces réfugiés qui patientaient en Hongrie, enfin qui étaient vraiment aux portes de l'Allemagne, il était nécessaire, face à cette situation exceptionnelle, d'ouvrir les frontières. Alors, je pense ça ne peut que rester un traitement exceptionnel. Et donc, aujourd'hui, on est, je crois, dans la situation où il faut vraiment élaborer, parce qu'on voit que ça divise énormément l'Europe, il faut élaborer une stratégie avec l'ensemble des acteurs, et notamment la France et l'Allemagne. Et c'est assez intéressant que maintenant, la France essaye de montrer que la vraie politique consiste à distinguer ceux qui viennent pour des véritables raisons, qui ont droit à l'asile, et ceux qui viennent juste chercher une vie meilleure. C'est vrai, c'est une distinction assez dure à faire, mais je pense on passera par là, et cette semaine sera sous le signe de cette question, parce que le président va à Calais, il va voir les Anglais à Sandhurst pour mentionner en tous les cas la question de l'accord du Touquet, et ce sera très suivi aussi en Allemagne, parce qu'on regarde de près comment on peut établir une politique européenne d'ensemble. Oui, j'ai l'impression que le sujet est l'un de ceux que nous aborderons la semaine prochaine, mais en même temps, pendant que la situation se dégrade, si je puis dire, l'appel de l'abbé Pierre monte en grade, c'est-à-dire que c'est le pape maintenant qui a lancé cet appel. Mais nous en parlerons sans doute dimanche prochain. Mais on peut, oui, on peut. Ah ben oui, alors Jean-Louis Bollange me fait remarquer qu'il veut dire quelque chose par avance, il veut être bref par avance parce qu'il ne pourra pas être bref la semaine prochaine. Sois bref. Oui, non, je crois que c'est tout à fait juste ce que vous dites. L'abbé Pierre parlerait aujourd'hui principalement des migrants, et c'est bien aujourd'hui que, à l'appel du pape, l'Église catholique en tout cas, manifeste sa volonté de solidarité. Je crois que simplement, ce qui me gêne dans la façon dont on aborde ce dossier, qui est très très difficile, très pénible, qui est tout c'est un dossier de travaux pratiques, si je puis dire, c'est le comportement qu'on a vis-à-vis de ces populations, ce qu'on en fait, enfin tout cela est très douloureux, très dramatique. Mais il y a deux choses qu'il faut bien voir. Il faut d'abord se méfier des mots. La France a une tendance irrépressible à être écrasée dans ce genre de débat par le poids des mots. Par exemple, je vois qu'on hurle parce qu'on emploie le mot « tri ». Je veux dire, c'est pas un joli mot, « tri ». Mais de quoi s'agit-il ? Il faut quand même regarder les choses. Si on estime qu'il y a deux catégories de demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile et ceux qui n'y ont pas droit, on est amené effectivement à faire des opérations de tri. Donc regardons comment ça se fait, regardons si
le principe de tri est légitime, mais ne nous obnubilons pas par les mots. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faut quand même voir que il faut rétablir une approche rationnelle. J'ai une grande admiration pour Jean-Marie Leclésio, mais quand il dit pratiquement que nos sociétés doivent ouvrir leurs portes à tout le monde, c'est une ineptie politique. Je veux dire que des sociétés totalement différentes économiquement, totalement différentes en termes de droits sociaux, la liberté de circulation est un facteur de déséquilibre et d'explosion de nos sociétés complètes, qui n'est d'ailleurs pas, je parle sous le contrôle de Lionel, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement favorable à l'avenir des pays qui seraient désertés par cette migration. Donc je pense que dans cette affaire très très délicate, l'Église, l'abbé Pierre, etc. L'abbé Pierre, quand il a fait son appel, c'est qu'effectivement il y avait un vrai problème de logement auquel on pouvait apporter des réponses sérieuses. Et là, c'est très compliqué. Et là où je suis en désaccord léger, pas léger, mais enfin où je m'interroge par rapport à ce qu'a vient de dire Michaela, c'est que je pense que cette distinction entre les demandeurs d'asile qui seraient légitimes et les demandeurs d'asile économique, si je puis dire, qui ne le seraient pas, c'est une distinction qu'on comprend et qui doit être opérationnelle aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autre concept que ça, mais dont on ne peut pas se satisfaire. On a une émigration subie qui est très réelle de la part de ces gens climatiques ou autres et qui pose des problèmes humains extraordinairement douloureux et auxquels nous devons tenter d'apporter des réponses. C'est trop facile de dire « Ah, bah vous êtes demandeur d'asile parce que vous êtes victime dans votre pays, on vous admet, les autres, on s'en fout. » Non, c'est pas comme ça qu'on pourra régler, qu'on pourra traiter ce problème. Donc je crois que c'est un problème très complexe et je voudrais qu'on l'aborde avec beaucoup moins de passion, beaucoup plus de rigueur intellectuelle et une ouverture d'esprit très grande. Je propose que Roselyne Bachelot, qui est une fidèle de cette émission, une fidèle de notre dimanche, intervienne. Je voudrais revenir sur la question des droits de l'homme en Chine. Je suis frappé de voir que cette question n'est abordée que comme une exigence morale que nous aurions vis-à-vis de quelques dissidents. L'affaire Liu Zibao, le soutien que nous apportons à son épouse assignée à résidence. Je crois que la question des droits de l'homme en Chine est en fait un problème politique beaucoup plus global et qui n'est pas seulement un problème moral de quelques intellectuels occidentaux vis-à-vis des intellectuels chinois. Quand j'avais développé une politique de coopération avec le ministre chinois de la Santé, Chen Zhu, il m'avait demandé d'imaginer un système de sécurité sociale universelle. Et je m'étais rendu compte que ce système de sécurité sociale universelle qu'il imaginait n'était destiné pour lui qu'à 400 ou 500 millions de Chinois et que la Chine était décidée à laisser dans une sorte de non-existence des centaines de millions de Chinois qui étaient condamnés à la relégation, qui n'avaient droit à aucun service primaire et qu'on renvoyait vers les méthodes ancestrales chinoises. Je ne sais pas si la Chine va pouvoir durer de cette façon avec des centaines de millions de ses habitants qui sont condamnés à la relégation. Est-ce que nous n'avons pas une vision trop occidentalisée des phénomènes de dilacération du tissu chinois qui sont en train de se passer? Est-ce que la question des droits de l'homme n'est pas une question géopolitique avant d'être une question morale? Nicolas Bavrez, puis Lionel Zinsou. Je crois que c'est assurément une vraie question politique. D'abord, c'est une question géopolitique parce que, comme je l'ai indiqué, maintenant que la Chine a récupéré les instruments de l'Occident, le capitalisme et les technologies pour les retourner contre lui, donc c'est plus ça la question. Est-ce que les Chinois sont capables de faire du capitalisme et du marché au moins aussi bien que les Américains? La réponse est oui. Donc la vraie question du XXIe siècle, ça va être la question de la liberté politique. Je crois que la conception des droits de l'homme à l'occidental projetée sur la Chine, ça ne fait pas bouger beaucoup les choses, en dehors effectivement de quelques dossiers qui méritent par ailleurs qu'on se batte pour eux. Mais l'évolution qui va intervenir, à mon avis, c'est exactement celle qui a été ébauchée là, c'est-à-dire que je pense qu'il y aura des changements qui viendront de la société chinoise elle-même. Il y a deux choses qui sont intéressantes. Vous avez sans doute vu les déclarations de Xi récentes qui fait de la lutte contre la pauvreté
pauvreté maintenant une priorité vraie. Je rappelle que la Chine est aujourd'hui le pays le plus inégalitaire du monde, bien au-delà des États-Unis et au-delà de la Russie. Donc, il y a la dimension de la pauvreté, mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes. Par exemple, le fait que les internautes chinois commencent à réclamer la défense de la vie privée. Alors que l'Internet chinois, comme vous le savez, est contrôlé par le gouvernement de manière et suivi et filtré de manière. Donc, ce qui, à mon avis, est intéressant, c'est que on va avoir des évolutions qui vont intervenir à cause de l'évolution intérieure de la Chine. Pour l'instant, en tout cas, il y a une chose dont on sait que ça ne fonctionnera pas, c'était le pari d'origine, qui était de dire parce que les Chinois vont devenir capitalistes, parce que l'économie de marché arrive, tôt ou tard, ils vont devoir passer à un système démocratique avec suffrage universel, multipartisme et état de droit à l'occidental. Ça, on a la réponse du 19e congrès. C'est clair que ça n'est pas dans les plans, en tout cas. Ça peut peut-être arriver d'une autre manière, mais ça n'est pas ce qui est programmé. En revanche, je crois au fait qu'on aura, pour les raisons indiquées, les tensions à l'intérieur de la société chinoise, le fait que c'est un pays immense, très éclaté, et que les dirigeants chinois devront prendre en compte, pas avec une conception des droits de l'homme qui ressemble à la nôtre, mais devront prendre en compte davantage les individus et le respect d'une certaine partie de leurs droits. Lionel Zinsou. Oui, tout à l'heure, je citais le chiffre du PIB mesuré par la parité de pouvoir d'achat, qui a fait passer la Chine, il y a quelques années, au premier rang mondial, et ça n'a pas été, en fait, publicisé. Il n'y a pas eu de publicité faite par le régime chinois de ce passage au premier rang, parce qu'il y a de tels déséquilibres que, en effet, la Chine est à la fois le premier pays par la production des richesses et le 80e en termes de revenus par tête. Donc c'est une immense puissance par un effet d'1,4 milliard d'habitants, par un effet démographique, mais c'est une puissance très grande, très riche comme pays, d'un pays très pauvre, très inégalitaire, avec des inégalités de provinces absolument extraordinaires, et un certain nombre de provinces chinoises où le revenu par tête est inférieur à plusieurs pays africains. Donc il y a des contrastes presque insupportables. Et donc même se présenter comme la plus grande puissance mondiale comporterait des risques vis-à-vis de l'opinion chinoise. Ce qui est frappant quand on visite la Chine régulièrement, comme va le faire le président Macron, c'est quand même l'apparition d'une opinion publique dans tous les domaines. Il y a des conflits sociaux extrêmement aigus. Il y a une inflexion du modèle économique, notamment sur la pollution, qui franchement est l'effet d'une opinion qui ne supporte plus des agressions de pollution extraordinaires. On a eu, il y a 2 jours, la première grande alerte, non pas météo, mais de pollution sur Pékin, où la ville était paralysée par l'importance de cette pollution. Ceci est insupportable à l'opinion publique, et on l'a bien vu, c'est un thème de Xi Jinping dans le voyage du président Macron, mais ça c'est vraiment totalement poussé par l'opinion publique. Donc il y a la revendication de la vie privée, il y a la liberté de s'exprimer sur les réseaux sociaux, il y a quand même énormément de choses qui font apparaître une opinion publique et des tensions internes qui devraient petit à petit apporter tout de même des réponses chinoises à cette question des droits de l'homme. Mais elle est lancinante, cette question. Jean-Louis Bourlange ? Oui, je voudrais aller tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Roselyne. Je crois que c'est le sens du désenclavement de la question des droits fondamentaux. C'est vrai que c'est pas une affaire d'intellectuels, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que, en réalité, on peut imaginer un plutocratisme autoritaire, une plutocratie autoritaire, c'est tout à fait possible. Mais une économie de marché libérale ne peut pas fonctionner sans respect de l'état de droit. Et par ce biais-là, qui est un biais économique, social, qui est celui que vous évoquez tous, la Chine ne peut pas se permettre de construire un modèle qui sera durablement fondé sur une dissociation entre un libéralisme économique qui serait et une absence de libéralisme
politique. En réalité, l'un ou l'autre gagneront. Soit ce sera un faux libéralisme économique et nous nous y casserons les dents et nous en subirons les conséquences, soit ce sera un vrai libéralisme économique et à ce moment-là, il y aura des retombées sociétales et politiques. Merci. Autre question ? Oui. Donc, une remarque, une question, si vous me permettez. Remarque sur la question du chômage. Vous évoquiez le cas des réformes qui ont été faites au Royaume-Uni et en Allemagne. Je pense qu'il faut ne pas avoir la mémoire courte et souvenir de l'effet désastreux qu'a eu la baisse de 5 € des APL en France et le tollé que ça a provoqué pour avoir une vague idée de ce que serait une mesure de baisse drastique des allocations chômage en France. Ma question ensuite pour Lionel Zinsou, concernant les échanges économiques entre la France et la Chine. Au-delà des rencontres et du voyage d'Emmanuel Macron, pouvons-nous considérer raisonnablement que tant que le marché chinois n'est pas ouvert pleinement et que le yuan n'est pas pleinement convertible, c'est-à-dire que son taux est maintenu artificiellement bas, les échanges sont de toute façon biaisés et tout ça n'est qu'un espèce de jeu de dupes tant que ces deux leviers économiques n'auront pas, entre guillemets, sauté, de verrou plutôt. Juste un mot sur ce mot de tollé. Je pense que le tollé est une chose qui est devenue à géométrie extrêmement variable et on a un peu de mal à savoir ce qui est vraiment un tollé et ce qui est une agitation ou un buzz ou une rumeur sur les réseaux sociaux. Et là, en effet, sur les réseaux sociaux, alors là, on voyait bien que Macron était accusé de boire tous les matins un bol de sang d'étudiant et d'en faire rôtir le soir en rentrant chez lui. On voit bien aussi que ça a été, comme les réseaux sociaux exercent une grande influence d'intimidation sur une bonne partie des médias, on voit bien que cette indignation a été reprise dans les journaux. Mais je manque personnellement, et je serais preneur, d'un instrument qui permette de connaître la différence entre le buzz et le tollé. Et je veux dire, une indignation répartie, éprouvée, manifestée à l'intérieur de la société. Et à un moment où, plus ou moins bon gré, chacun est, dans nos professions en tout cas, est invité à réfléchir sur les fake news, puisqu'on ne dit plus fausses nouvelles, mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait en effet une différence entre fausses nouvelles et fake news. C'est-à-dire, je m'étendrai sur ce sujet si ça intéresse quelqu'un, mais je pense que on a besoin d'indicateurs et de prudence sur l'utilisation, sur la description de ce qui, dans la société, soulève véritablement un mouvement. Lionel, pardon. Oui, je suis bien d'accord sur le fait qu'il va y avoir un tollé et que, du coup, sur la gouvernance de l'assurance chômage, on va certainement pas avoir une étatisation, on va certainement laisser les partenaires sociaux avec une combinaison différente avec l'État, avec un cadre probablement plus restrictif en termes de maîtrise du déficit du financement du chômage, mais on va quand même probablement laisser les partenaires sociaux négocier et proposer d'eux-mêmes un certain nombre de solutions, parce qu'effectivement, ça serait inacceptable, alors que ça a été accepté et en Grande-Bretagne et en Allemagne. Sur la Chine, non, simplement, quand vous avez des échanges dans lesquels l'un vous vend pour 20 milliards de dollars et l'autre pour 60, le rééquilibrage va prendre un peu de temps. Et ce n'est pas la peine d'invoquer le fait que la Chine est relativement peu ouverte comme étant quelque chose qui, à soi seul, s'il y avait plus de réciprocité, permettrait de remonter un pareil déficit. C'est vrai que ça a quelque chose d'extraordinaire que la Chine ait imposé un embargo sur les importations de viande de bœuf française au motif de l'encéphalite spongiforme bovine qui n'avait pas touché la France mais la Grande-Bretagne, que cet embargo ait été mis en place en 2001 et qu'on considère comme un des résultats positifs du voyage que dans quelques mois, il pourrait être levé. Alors qu'il s'agit quand même d'un problème pandémique qui n'était pas français et qui est quand même grosso modo terminé depuis 15 ans. Donc oui, il y a évidemment des choses absolument extraordinaires en termes de réciprocité qui corrigeront à la marge
et ça sera très bienvenu que le bœuf français puisse faire un retour massif sur le marché chinois, qui est un peu déséquilibré en bœuf et un peu suréquilibré en porc. Enfin, n'attendez quand même pas de cette réciprocité des gains absolument considérables, parce que désormais les fondements chinois de la compétitivité, ils sont quand même assis sur des niveaux de productivité exceptionnels, des niveaux d'investissement qui atteignent 50% du PIB. Il n'y a aucune expérience historique d'aucun pays qui ait fait 50% du PIB consacré à l'investissement, dont une part très importante à l'investissement productif. Il y a aussi le logement, il y a aussi, enfin, une part très importante à l'investissement productif. Et puis il y a l'innovation et le fait que désormais la Chine est leader dans toute une série de technologies, et ça se mesure par les dépôts de brevets. Donc, quant à invoquer le fait que le yuan soit déséquilibré, c'est un argument où vous n'êtes pas seul, hein, puisque M. Trump en a fait un argument essentiel. Et donc, je vous félicite de vous rallier à cette thèse. Mais, si vous voulez, le Fonds monétaire considère qu'on est, en termes de taux de change effectif du yuan, lequel s'est beaucoup apprécié, parce que, effectivement, longtemps, ça a été une arme pour décourager l'importation devenue trop chère et faciliter l'exportation avec une monnaie sous-évaluée. Là, le Fonds monétaire considère que le rattrapage par rapport au dollar et à l'euro est tel qu'on est au taux de change effectif normal du yuan. Donc, ça ne suffira pas à rééquilibrer, malheureusement, les échanges. Arrêtons-nous un instant sur l'actualité de ce slogan imaginé du temps du général de Gaulle par le ministre Missoff, « Suivez le bœuf ». Là. Je me suis si c'était Fontané ou Missoff. C'était Grande Missoff. querelle entre Bonjour. centristes et gaullistes. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur le thème abordé tout à l'heure du chômage. J'ai quelques sympathies pour la politique menée actuellement, mais je doute toujours de cette croyance selon laquelle la flexibilisation du marché du travail va résoudre le problème du chômage. Il se fait que je suis à titre personnel comédien, metteur en scène, et que je bénéficie également indirectement employeur, puisque j'ai ce qu'on appelle une compagnie indépendante de théâtre, et je bénéficie de ce régime de chômage particulier qu'on appelle l'intermittence du spectacle, dont on parle souvent. C'est pas le sujet, là, ça mériterait d'ailleurs d'être un sujet. L'intermittence du spectacle permet aux employeurs, finalement, de réaliser le rêve de tout le patronat français, c'est-à-dire une flexibilité absolue, totale du marché du travail dans notre profession. Et qu'est-ce qu'on remarque lorsque cette flexibilité existe? C'est que on a une destruction totale de toute forme d'emploi durable dans notre métier. J'envie beaucoup les comédiens allemands qui, lorsqu'ils me rencontrent, me demandent dans quel théâtre travaillez-vous. En France, on ne travaille pas, on est un petit peu chômeur permanent dans mon métier. Voilà, c'est problématique, et je voudrais vous dire que quand vous êtes dans une situation de précarité, c'est-à-dire vous n'avez pas un emploi stable, en France, vous n'avez accès, c'est pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais vous n'avez accès à aucun prêt, vous n'avez pas accès au logement. Et je pense, voilà, souvent j'entends parler de tout ça avec une certaine légèreté finalement. Et vous n'avez pas parlé non plus de cette question qui est abordée actuellement du bonus-malus sur les cotisations sociales par rapport à ce problème du chômage. Je crois que c'est un sociologue qui travaille sur nos métiers, Pierre-Michel Minger, qui en a parlé le premier pour réduire un peu la précarité dans nos métiers. Il serait très intéressant d'avoir effectivement des cotisations sociales flexibles également pour pénaliser le travail de trop courte durée. Voilà, les emplois courts. Un mot, si vous voulez bien, sur cette question des
des intermittents du spectacle. Le système d'indemnisation de chômage des intermittents du spectacle est entièrement faussé. Il est faussé par les sociétés de production, il est faussé par les sociétés de diffusion, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maximum de sociétés publiques ou privées de diffusion, de TF1 à France Télévisions, en passant par toutes les autres, externalisent, comme on dit, la production qui fait appel à des intermittents du spectacle, quels qu'ils soient, à des producteurs qui eux-mêmes se servent de l'assurance chômage, du système des indemnités chômage, pour ne faire travailler officiellement que pendant un certain temps, et ensuite dire, par exemple, vous êtes un ingénieur du son, vous êtes un éclairagiste, vous êtes un comédien, vous êtes l'un des innombrables métiers du spectacle, et on vous dit, bon, très bien, tu travailleras avec moi, je te paierai pendant le temps qui te permet d'avoir les fameuses 507 heures qui donne droit à l'ouverture des allocations chômage, et puis ensuite, tu travailleras toujours pour moi, mais tu le travailleras en douce parce que c'est le chômage qui te paiera. C'est-à-dire s'il y a dans ce système que l'État connaît de tout temps, et dans la nécessité de supprimer ces abus, à commencer par les abus commis par des sociétés publiques qui sont 100% la propriété de l'État, il y a une première démarche extrêmement importante. Par ailleurs, le système d'indemnisation des intermittents du spectacle mérite quand même d'être étudié sur un point extrêmement positif. On voit bien, vous avez pris l'exemple de l'Allemagne, ça devient d'ailleurs extrêmement difficile de ne pas prendre l'exemple de l'Allemagne, quel que soit le sujet, à part la gastronomie. Et encore, il y a plus de restaurants Michelin avec des étoilés maintenant en Allemagne qu'en France. Je ne sais pas si c'est bien que tu sois revenu. Et donc, il y a en Allemagne... Des restaurants français. Des restaurants français, absolument. Exactement. Non, mais c'est très bien, hein, c'est pas les Allemands. Enfin, il y en a, mais... J'étais en train d'essayer de dire que j'ai complètement perdu le fil de ma pensée avec ces... Oui, non, à propos des orchestres. L'Allemagne est un des pays dans lesquels la musique, d'autres pays plus septentrionaux, la Finlande notamment, enfin la musique est particulièrement protégée, particulièrement diffusée, on y fait une grande attention. Or, il se trouve que dans ce pays, 3500 emplois de musiciens ont été supprimés au cours des dernières années. 3500 emplois permanents, parce que, effectivement, le système est devenu tellement onéreux qu'on n'arrivait pas à le faire. Et du coup, le remplacement se fait par une sorte sont des pigistes, si je puis dire, ce sont des musiciens intermittents. C'est le cas en France de la plupart des baroqueux. Il n'y a pas d'orchestre baroque permanent. Or, si vous interrogez les musiciens baroqueux que vous retrouvez un coup avec les musiciens du Louvre, un autre coup avec les musiciens de Christophe Roussel, les talents lyriques, un autre coup avec William Christie, vous apercevez qu'ils vivent tout à fait bien. Ils vivent tout à fait bien à l'intérieur d'un système qui a réussi à équilibrer ce qui est de l'ordre des ressources propres et ce qui est de l'ordre du chômage. Mais peut-être faudrait-il en effet revenir sur la question des intermittents. Il y a tout en haut une question, et ça sera probablement la dernière, parce que pendant ce temps-là, le soufflet descend et le gigot brûle. Oui, j'avais une question pour prolonger un peu la première partie de votre conversation sur le revenu universel. Vous l'avez un peu touché. Il me semble que c'est une question très intéressante et qui est parfois un peu balayée d'un revers de la main, alors qu'il y a énormément de possibilités, il y a énormément d'options qui sont sur la table entre différentes variantes de ce revenu universel, que ce soit celle dont on a un peu parlé dans la campagne présidentielle, de s'adapter à une raréfaction du travail à l'heure du numérique, ou c'est Terra Nova, je crois, qui proposait de faire un revenu universel qui unifierait l'ensemble des minima sociaux, qui seraient plus accessibles afin d'éviter les situations comme celles que décrit le réalisateur Ken Loach dans Moi Daniel Blake, ces trucs incompréhensibles où des personnes qui ont des droits ne peuvent plus en profiter parce que c'est trop compliqué, parce qu'on leur pose trop de questions, et aussi une version très libérale qui est défendue, entre autres, par Gaspard Koenig, de dire, en fait, on va donner une somme d'argent sur laquelle il faut qu'on s'accorde à tout le monde, et ensuite chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent pas travailler et lire de la poésie lisent de la poésie. Ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent en allant dans la banque gagnent beaucoup d'argent, et tout le monde vivra très heureux. Alors voilà, je voulais avoir un peu votre position sur ces questions, ces différentes options qui sont aujourd'hui dans le débat public. À mon avis, le rôti va être calciné. Lionel. Non, vous avez raison, c'était une des questions les plus intéressantes de la campagne présidentielle.
elle était portée par le candidat du Parti socialiste, qui en avait fait un élément de son succès aux primaires, très important. Il y a eu ensuite peut-être un peu de flou sur la crédibilité de ce programme, notamment sur son chiffrage. Et donc, ça n'a pas réussi à être un facteur de mobilisation aussi important dans l'élection réelle. C'est vrai qu'il y avait une position qui ressemblait plus à celle de Manuel Valls, qui avait été un peu formé par Terra Nova, sur l'unification de l'ensemble des minima sociaux et l'idée d'un revenu minimum plus décent et plus simple, et qui n'est qu'un substitut partiel au revenu universel. Mais c'est vrai que si vous prenez par exemple les personnes en situation de handicap et qui ont des difficultés d'accès à l'emploi de ce chef, il y a 57 procédures, grosso modo, qui peuvent permettre de leur venir en aide. Et quand vous travaillez dans le monde associatif pour essayer de faciliter l'employabilité des personnes handicapées, vous êtes obligé de mettre pour 10 personnes handicapées une personne à plein temps pour être capable d'utiliser, de connaître, d'utiliser et de mobiliser ses droits. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet d'unification, de simplification et de relèvement du niveau des revenus minimums, qui est également un sujet. Mais le sujet est beaucoup plus vaste parce qu'en réalité, il y a une telle disruption dans le travail demain que la question d'un revenu universel protecteur est absolument fondamentale. Mais vous avez vu le débat que ça ouvrait à gauche, avec toute une gauche disant nous sommes très attachés à la valeur travail et nous ne voulons pas que le revenu soit complètement dissocié du travail. Donc ça pose des questions philosophiques, ça pose des questions pratiques, ça pose des questions de pouvoir d'achat, et c'est une question qui malheureusement a été éludée et qui n'est pas au programme du président actuel, et qu'il faudrait arriver à réinstaller. En tout cas, ce sera probablement un des enjeux de la reconstruction d'une social-démocratie différente, et probablement un des enjeux de la reconstruction, résurrection, sauvetage du Parti socialiste. Jean-Louis Bourlanges ? Oui, moi j'ai fait esquissé une vague proposition dans ce sens, parce que je crois que c'est un problème important. D'abord, première chose, c'est vraiment typique de ce que je disais tout à l'heure sur le piège des mots. Revenu universel, ça signifie 250 choses différentes. Benoît Hamon a lui-même consommé différentes significations du terme, et la proposition finale n'avait rien à voir avec un véritable revenu universel. Donc, on ne peut pas aborder cette question si on ne commence pas par dire ce qu'on met sous ce terme, et sinon, on parle vraiment de la lune dans le puits. Deuxièmement, je pense qu'il y a là deux idées différentes, très différentes. La première, c'est celle à laquelle Lionel vient de faire allusion, c'est un instrument de libération de l'homme du travail. Vous savez, c'est Marcuse ou Marx. Marcuse, c'est libérer l'homme du travail pour qu'il accède à la société de loisirs, d'hédonisme, de créativité, etc. Et Marx, c'est la libération de l'homme par le travail, par la capacité transformatrice du travail. Bon, donc et là on retrouve cette affaire à gauche de façon très très importante, et ça empoisonne le débat. Moi personnellement, je suis assez favorable à un système de cet ordre comme complément de revenus du travail. Je ne crois pas qu'il faille le séparer, y faire un produit de substitution. Je crois qu'il doit être universel, c'est-à-dire qu'il doit aller du sans domicile fixe jusqu'à Madame Meyers, et qu'il doit donc être forfaitaire, et qu'en revanche, il doit être financé, alors je vais vous expliquer pourquoi, par un prélèvement fiscal proportionnel de type CSG, ce qui fait que le SDF ne paiera rien et touchera la somme forfaitaire qui lui sera attribuée, et que Mme Meyers touchera le revenu universel, mais le financera 200, 300, 400 fois. Donc on est dans un... Et ça c'est très important, parce que nous n'avons plus de véritable outil fiscal redistributif
satisfaisant dans un pays où l'impôt sur le revenu est payé par 42% des populations, donc 58% y échappent, ce n'est pas un instrument correct de redistribution. Et je crois, ce qui ne va pas du tout dans le sens opposé à ce que vient de dire Lionel sur l'unification des prestations, mais je crois qu'on aurait besoin d'un outil, d'une pompe aspirante et foulante qui permettrait d'introduire une logique redistributive très particulière qui permettrait effectivement d'avoir une certaine progressivité sans aucun effet de seuil. Et là, je pense qu'il faudrait faire ça très petit à petit pour éviter des effets choquants, mais je pense qu'il y a là une démarche qui sera d'autant plus nécessaire que nous irons vers la société que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire une société où l'échelle, la hiérarchie des salaires est complètement brisée, avec un effondrement des salaires moyens, une solvabilité difficile à des conditions décentes des travaux de bas de gamme, et donc la nécessité de compléter tout cela. Et donc il y a là quelque chose, alors je n'ai pas la solution, Nicolas, mais je pense que ça devrait être un des grands chantiers de réflexion avant d'arriver à des propositions du gouvernement actuel. Nicolas Bavrez. Complément rapide, c'est vrai que la question du revenu universel, elle se pose dans des termes neufs à cause de la révolution numérique, puisque les objectifs traditionnels qui étaient lutter contre la pauvreté, assurer le lien social, ça, ces objectifs demeurent. Ça fait très longtemps que côté libéral, on avait l'impôt négatif, et puis côté des keynésiens en général, ou à gauche, on avait l'État-providence et les différentes allocations, plus l'idée d'avoir un système qui soit plus accessible et mieux géré. Donc, on a un renouveau de l'idée de fin du travail autour de la révolution numérique. Comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est trop tôt pour savoir exactement quel sera l'impact. Ce qu'on sait, c'est que cette révolution numérique va beaucoup plus vite que les autres, qu'elle touche toutes les catégories d'emploi et tous les secteurs d'activité. Et on ne sait pas aujourd'hui très bien comment va se régler à nouveau le rapport entre le travail des robots et le travail humain. En tout cas, c'est vrai que sans connaître exactement le résultat, l'idée que la robotisation entraîne mécaniquement la disparition du travail humain me paraît une idée qui est très contestable et très dangereuse. Donc, l'accompagnement aujourd'hui de la robotisation et de la révolution digitale, à mon avis, passe déjà d'abord par l'éducation. On verra quelles conséquences il faut en tirer. Pour la France, je rappelle aussi que la question se pose de manière très particulière parce que c'est un pays qui a pratiquement 57% de dépenses publiques, dont 34% de transferts sociaux, et donc qui consacre déjà 34% de la richesse nationale à la redistribution. Donc, le problème d'un revenu universel dans ces conditions, c'est qu'en tout état de cause, il faudrait l'imaginer de telle façon qu'il n'entraîne pas une augmentation des transferts sociaux dans le PIB, puisque le niveau qu'on a atteint est déjà trop élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait peut-être être une manière de rendre plus efficace cette dépense sociale. Je vous remercie. Je me réjouis que tous les auditeurs du Nouvel Esprit Public puissent accéder à cet échange et au Gigot. Pardon ? Et au Gigot. Et au Gigot également, lequel est dans un état que nous allons maintenant nous employer à vérifier. Merci et à très bientôt, à dimanche prochain sur les ondes.